la session numéro 2, Management hospitalier, accueil, orientation, dossier électronique du malade. Alors, le management de la structure de soins devient, comme vous le savez tous, primordial de nos jours. Nous parlons carrément de réorganisation de l'hôpital pour une amélioration de la performance. La gestion moderne aujourd'hui exige en effet la mise en place de bonnes pratiques depuis l'arrivée du patient, son orientation, son accueil, sa prise en charge. Le sujet du dossier électronique du malade s'impose, bien évidemment. Pour quels objectifs? Quid des avantages dans les traitements? Qu'en est-il aussi de la communication pour une considération du malade? L'humanisation des services est également un volet placé au centre des débats aujourd'hui. Voici notre panel. Et nous invitons le professeur Lias Rahal, directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé. Tfaddal, Dr Saïd Mahmoudi, PDG de l'hôpital Shahid Mahmoudi Tizi Ouzou. Dr Amina Aksas, directrice médicale clinique Fatima Al-Azhar, également oncologue médical. Et puis Dr Ludmila Hamishagli, directeur médical du centre médical Hidra. Merci messieurs, dames d'être avec nous. N'oubliez pas, Slido pour poser vos différentes questions dès à présent. Nous vous invitons à scanner le QR code et à faire entrer le code d'accès afin de poser vos questions. Alors le management hospitalier, un élément aujourd'hui prépondérant. Bien sûr, on a parlé de ce fonctionnement d'une structure de santé avec l'accueil, l'orientation, le suivi du patient. Comment aujourd'hui, au sein de vos organisations respectives, considérez-vous ce dossier bien comme il faut? À vous la parole, messieurs, dames, qui souhaitent commencer en premier cette question des organisations respectives. Allez, docteur Mahmoudi. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. On souhaite passer un bon après-midi avec monsieur Lahri. Donc, pour le dossier patient, pour l'hôpital Shahid Mahmoudi, c'est une histoire quand même assez longue. Donc, on a eu cette idée dès le départ. Dans la construction du projet, nous avons déjà mis en place un réseau informatique complet avec des baies de brassage sur tous les niveaux. Donc, ça nous a facilité de ne pas faire des travaux. Donc, il y a eu des prises, ça demande déjà. On commence d'abord par ça, avant de parler de dossier. Il faut avoir une structure qui est adaptée. Ça veut dire qu'avec des prises pour ordinateur, pour téléphone, partout, là où il faut. Il faut aussi des armoires pour chaque niveau. Donc, comment ça se passe? C'est comme il y a beaucoup de savoir-faire. Donc, les informaticiens savent bien faire ça. Une fois on installe ça, on commence par mettre toutes les unités informatiques, les ordinateurs dans chaque consultation, la réception. Donc, c'est quand même un gros budget, un investissement important. Et aussi, le gros budget, c'est d'acheter le dossier. Nous, on a choisi une société étrangère, donc ça nous a coûté, pour ne pas vous le cacher, 1 million d'euros. Donc, vous voyez un peu, mais quand on parle de dossier patient, on ne parle pas uniquement de la clinique, c'est un dossier qui est complet. Donc, vous avez à la réception du patient, vous avez la clinique, ça commence déjà de la consultation, donc vous avez le nom, le prénom, on le fait sur carte d'identité. Une fois le patient est enregistré, donc tous les médecins, toutes les infirmières, chacun a son mode d'accès, jusqu'à compléter tout le dossier. La radiologie envoie ses examens avec les images. La biologie, la même chose. Vous avez accès directement à la biologie. Vous avez accès aux résultats ANAPAT. Vous avez accès à tout. Même sur le plan scientifique, quand on veut faire une communication, ça nous facilite la vie. On a tout. On a tous les paramètres d'un dossier médical sont présents. Il y a aussi le fait que le patient puisse sortir à sa sortie avec un flash disque ou un disque ou un CD qui retrace tout son passage à l'hôpital. On a même passé au stade de la facturation, donc on facture nos examens. Donc, au fait, c'est tout ça le dossier patient. Et le dossier patient, il a aussi un intérêt, il ne faut pas l'oublier, il y a un intérêt épidémiologique qui est très très important. On a tendance à le négliger.
Vous cliquez, vous mettez un nom, vous avez toute la famille qui ressort avec les pathologies. Donc c'est quand même un support d'étude pour nos épidémiologistes pour essayer de faire une politique de santé et de prévoir là où il faut pas agir. Merci. Très bien. Alors, ce dossier patient, et Dr Mahmoudi a insisté, on va l'aborder dans un petit moment, mais ce premier tour de table déjà de la considération aujourd'hui du management hospitalier dans vos structures respectives. Allez-y. Alors, vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour tout le monde. Dr Axas. Je vous remercie pour votre invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous. Pour revenir à votre première question à propos de l'accueil et de l'orientation du patient, je tiens à mettre un point sur cette question parce que c'est la base de la prise en charge du patient. Bien accueillir le patient, cerner sa demande, cerner son besoin aussi. En fait, comme on dit, le patient arrive à notre niveau, voulant vraiment partager avec nous le fardeau de sa pathologie. Il vient avec ses balises, il les dépose, il veut une prise en charge que nous voulons être la plus complète possible. Donc, il est très important que dès le départ, nous cernions non seulement la demande du patient lui-même à son accueil, mais aussi son besoin. Pour pouvoir l'orienter vers les bonnes personnes le plus rapidement possible, raccourcir vraiment le temps d'attente, offrir les consultations le plus rapidement possible le jour même. Donc effectivement, l'accueil doit être bien évidemment chaleureux, bienveillant. Tout ça est très important. La confiance se gagne dès le départ. Et il va falloir qu'ils sentent ce soutien dès le départ. D'accord. Voilà, pour répondre à votre question. Docteur Hamish, c'est un point que vous considérez très important. Alors, bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation et pour cet événement. Alors en parlant de management hospitalier, c'est notre responsabilité au quotidien, donc c'est une responsabilité au quotidien au sein du centre médical Hedra dont je suis responsable. Donc elle vise à améliorer la prise en charge du patient et aussi à rendre une structure performante. Donc on va vers l'excellence. Et ça, ce sont des décisions importantes que nous prenons au quotidien par le recrutement de compétences, donc un personnel médical, paramédical et autres qui va être recruté et sa stabilité. Donc, et il est en charge de l'accueil du patient, de sa prise en charge médicale, l'acquisition des matériels de haute qualité qui va permettre à nos cliniciens de mieux orienter, de mieux prendre en charge aussi les patients. Donc, c'est les moyens que nous donnons. Et aussi la coordination entre les services. Donc, nous offrons aussi différentes spécialités au sein du centre médical Hydra pour une meilleure coordination, pour une meilleure prise en charge suivie du patient. Donc, ce sont toutes ces décisions que nous prenons tous les jours pour améliorer la gestion de la structure et ça se verra dans cette prise en charge médicale. Voilà. D'accord. Et puis on reviendra bien sûr sur d'autres détails tout à l'heure durant le débat. Yasser Hall, en tant que directeur général des structures sanitaires, vous représentez un peu les structures privées, mais pas que, publiques, pardon, mais pas que. Merci. Voilà, il est allumé. Hein. Il est allumé. On vous donne un. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci. Merci d'abord pour l'invitation et je vous félicite pour ce grand événement. Donc, voyez-vous d'abord que le ministère de la Santé est très, très intéressé par ce qui se passe au niveau de notre pays et ce qui a trait au secteur de la santé. La preuve, c'est le parrainage de Monsieur le ministre de la Santé par rapport à ce grand événement. Je félicite Monsieur Ahmed Lahri et toute l'équipe qui est derrière d'avoir fait tout cela pendant 3 jours. Ce n'est pas évident. Tout à l'heure, il m'avait dit comme quoi il y avait déjà 400 participants et c'est déjà important. En fait, il y a d'abord un écueil sémantique. Management hospitalier, de quoi on parle au fait? On parle d'un pays qui fait 2 400 000 km². Pour vous dire l'importance du secteur de la santé, un secteur qui travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, lors des événements. Donc, alors,
concernant les structures publiques, je dois juste corriger, je reviendrai à cette petite correction. En fait, il n'y a pas de direction de structure de santé au niveau du ministère de la Santé, mais c'est une direction générale des services de santé. Je vais m'expliquer la différence entre la structure et le service. En fait, le service, c'est une structure associée à une activité. Je vais mettre l'accent tout à l'heure sur l'activité et sur la structure. En fait, nous parlons en matière de structure publique, nous parlons de 16 ou 17 CHU, en fait c'est 16 CHU plus un établissement hospitalier universitaire. Nous parlons de 246 EPH, nous parlons de 105 EHS, nous parlons de 273 EPSP. Les 273 EPSP, ce qui vaut 1747 polycliniques. Pour vous dire que les 1747 polycliniques, et nous n'avons que 1541 communes. Ça voudrait dire que le secteur de la santé est présent sur tout le territoire national, jusqu'aux frontières, au fin fond du sud, à Ingezem et à Borj Badji Mokhtar. Nous avons des structures de santé à Ingezem et à Borj Badji Mokhtar, des hôpitaux de 60 lits, et aussi à Karzaz, qui est à 350 km de Béchar. Alors, en matière de structures privées, alors les structures privées, pour vous dire que nous ne voyons pas au ministère de la Santé de différence entre les structures privées et les structures publiques. En matière de structures ou d'établissements hospitaliers privés, qui sont l'équivalent des hôpitaux ou des structures hospitalières, nous sommes à presque 1350 établissements hospitaliers privés. Au cours de ces 3 dernières années, il y a plus de 150 établissements hospitaliers privés, pour vous dire que le secteur sanitaire est le premier, pratiquement l'un des premiers pourvoyeurs d'investissement au niveau de notre pays. Et nous attendons à plus de 150 autres au cours des 2 prochaines années, et répartis au niveau du territoire national. Avec tout le respect que j'ai pour mes amis du centre, nous nous intéressons aussi au reste du territoire. En fait, le plus important, c'est qu'on réponde à une carte sanitaire, et l'objectif du ministère de la Santé, c'est de mettre à la disposition de notre population des soins de haut niveau, de qualité. Ces soins-là doivent être répartis au niveau de tout le territoire, qu'il soit privé ou public, et en donnant le choix à nos patients de se faire traiter là où ils veulent. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, pour le management hospitalier, il faut savoir que c'est très, très particulier l'organisation professionnelle au niveau des structures de santé. Je préfère parler plus de structures de santé parce que nous avons les structures de proximité. Pour vous dire que les structures de proximité, c'est la force de frappe de notre pays. Les structures de proximité, parce que l'Organisation mondiale de la santé parle plus de soins primaires qui sont au fait plus entre 60 et 70% des besoins des populations dans le monde. Donc 70% des besoins de la population se fait au niveau de ces structures de proximité, à l'image par exemple, à l'exemple ou à l'instar des PMI, protection maternelle et infantile. Nous avons signé en 2016 l'atteinte des objectifs en 2030, les objectifs de développement durable. Et dans ces objectifs de développement durable, l'axe 3 qui concerne la santé, la réduction de la mortalité maternelle, la réduction de la mortalité néonatale et la réduction infantile. Donc tous ces indicateurs sont des éléments importants pour voir un peu l'essor d'un pays en matière de santé. Alors, je reviens à cette notion de management hospitalier. Alors, l'organisation professionnelle au niveau des structures de santé est très particulière. Donc, quand vous lisez, par exemple, dans la littérature, vous allez voir que les organisations professionnelles sont au nombre de 5. Alors, la structure ou l'hôpital, d'une façon générale, c'est une organisation professionnelle, ce qu'on appelle de type 5. Elle est très complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce qu'en fait, il y a plusieurs, je ne parle pas de spécialité médicale, vous avez une administration qui est dans une, par rapport à la formation, qui est dans une logique de structure, et vous avez le personnel professionnel de la santé médicale, paramédicale et autres, qui sont dans une logique de fonction.
Donc, comment trouver le moyen de concilier une administration avec cette équipe technique, pour dire technique administrative, pour dire que même l'équipe technique est divisée aussi dans la conception des choses entre le réalisme, le pragmatisme et aux personnes qui sont là, qui sont dans une logique scientifique pure et qui sont tributaires plus de moyens que de réalité. Donc, cette complexité fait que pas mal de pays, et nous sommes en train de travailler, ce qui est ancré dans la loi de santé 1811, c'est de parler de ce qu'on appelle le projet d'établissement. Ce projet d'établissement qui est au fait un assemblage de projets de services, y compris les services administratifs, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui répond, par exemple, à une gestion axée sur des résultats qu'on appelle la gare. Cette gestion axée sur les résultats est une façon actuelle, une vision actuelle du ministère de la Santé, en association avec le ministère des Finances, c'est pour mettre en place des projets, ce projet-là, et cette gestion axée sur des résultats, qui doit être sanctionné par ce qu'on appelle le contrat d'action et de performance. Et je pense que l'équipe de la PCH, on connaît un beau, on avait travaillé la semaine passée ensemble. Tout cela, ce cap-là, est très important. Donc, ne pas aller vers un financement, une budgétisation classique annuelle, mais que cette budgétisation se fait selon une activité bien définie au préalable et qui est sanctionnée par un contrat entre le technicien et l'administration. Donc la complexité en fait en matière de management, on reviendra après sur la prise en charge et le parcours de soins des malades si vous voulez. Écoute, on allait déjà aborder ce thème aussitôt, donc on peut déjà poser la question de l'orientation. On va laisser la possibilité bien sûr aux autres membres du panel de nous parler de cet aspect, et puis je reviendrai. Oui, bien sûr. Ouais. Allez-y. Donc pour ce qui est de l'orientation aujourd'hui, on parle d'humaniser le service pour que aujourd'hui un patient, une fois qu'il rentre dans une structure de santé, il se sente à l'aise, il se sente écouté, épaulé, orienté, suivi et tout le reste. Docteur Mahmoudi, c'est un point sur lequel vous accordez grande importance. Nous avons pris en charge déjà ce problème dès le début, effectivement. Les box de réception ouvrent à 7h du matin, 6h30, 7h du matin. C'est des équipes qui... Il y a l'équipe de garde qui quitte l'hôpital, mais à 7h, il y a une équipe qui vient. Donc, c'est des box. Vous avez 6 box. Chaque box est spécialisé dans un recrutement, radiologie, biologie, consultation, convention. Donc, les patients, effectivement, ils ne se stressent pas parce qu'ils arrivent à l'accueil, ils sont pris. Donc, ils sont enregistrés avec la carte d'identité, le service. Donc, ils sont orientés. Et quand on enregistre le malade au bureau d'accueil, il est enregistré dans le service où il va partir. Donc, on trouvera son nom en radiologie, on trouvera son nom en biologie. Donc, effectivement, il n'y a pas de stress. Et les gens, bien sûr, nous, on est des privés, donc ils payent leurs factures. Aussi, ça demande aussi beaucoup de moyens. Il ne faut pas que les gens se stressent. Nous avons mis en place aussi des TPE pour ceux qui veulent payer par carte. Donc, toutes ces facilités permettent aux patients de ne pas avoir de problème. Et aussi, nous avons introduit l'identitivigilance pour certains patients. Quand on voit qu'un patient n'est pas... On leur met des bracelets avec le nom pour qu'on puisse le retrouver en cas de... S'il perd la connaissance ou quoi. Donc, on sait déjà de quelle identité. Donc, tout ça, c'est le matin. Bien sûr, au service des urgences, c'est la même chose. Nous avons un PU. Tous les généralistes, j'insiste, le médecin généraliste, c'est le pare-choc d'une structure médicale. Si vous n'avez pas de bon généraliste, si vous n'investissez pas dans le corps généraliste, vous ne ferez rien du tout. Parce qu'un patient, quand il arrive, qu'est-ce qu'il va dire que c'est thoracique, c'est ORL, donc c'est au généraliste de prendre la décision, ce malade-là va aller en réanimation, il va aller en chirurgie, voilà à peu près. Donc, après, vous avez les infirmiers. Les infirmiers, ils connaissent, d'abord, ils ont l'accès au dossier patient. Ils ont l'accès eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avec leur code, ils ont leur plateforme. Un médecin ne peut pas rentrer sur un autre dossier. Donc, à chaque fois que quelqu'un accède à un dossier, il signe qu'il n'est pas... Donc, il ne peut pas modifier comme ça le traitement de quelqu'un d'autre. Voilà à peu près pour résumer pour l'accueil. Et bien sûr, avant l'accueil, il faut avoir de gros moyens. Il faut avoir un call center, par exemple.
Nous avons 12 lignes groupées, les patients appellent. Les patients, ils envoient leur dossier médical, ils ont une réponse par WhatsApp ou par Facebook pour prendre le rendez-vous, de venir ou de ne pas venir, de l'alerter en cas de souci, de ne pas se présenter parce qu'il y a un problème entre-temps, le médecin a un empêchement. Voilà à peu près c'est quoi l'humanisation des soins. Il faut éviter aux patients d'aller, de courir, de revenir. Et il faut limiter le mouvement. Mais pour répondre à notre ami, actuellement, l'hôpital de Tizi couvre 58 wilayas du pays. Nous recevons des patients de toutes les wilayas. Et comme vous le savez, nous sommes aussi partenaires avec la Mauritanie, la Guinée et le Niger. Donc déjà, actuellement, nous avons une 50aine d'Africains à Tizi Ouzou. Donc quand je dis Niger, c'est la Mauritanie surtout. Même les vols, on les a multipliés. Maintenant, il y a 4 vols. Il y a un 5e vol qui va commencer au mois d'avril. Il y a tout un travail qui se fait. Ils travaillent avec des étrangers, c'est plus difficile que les autochtones. D'accord. Il ne faut pas que... Merci. Docteur Hamish, sur ce point précisément. Alors, sur 2 points déjà. On se positionne en tant que structure privée, dans le privé, comme structure de proximité. Alors, offrant des soins primaires, dont parlait professeur Rahel. Alors, c'est vrai, comment humaniser la prise en charge du patient, c'est faire preuve d'empathie, déjà, et communiquer avec le patient. Nous, on veut se positionner aussi dans le check-up, dans la médecine préventive. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend d'être malade pour consulter. Alors, comment prendre en charge ce patient qui n'est pas malade, donc il est soumis à un stress intense, parce que le risque, c'est de découvrir des choses dans le bilan de santé pour le dépistage. Donc, voilà, il faut communiquer, et c'est là où je parlais de recrutement de compétences. Les compétences que nous recrutons, ce n'est pas seulement dans la pratique clinique, mais aussi dans la manière dont on prend en charge le patient. Ça va dans l'accueil, notre personnel qui est à l'accueil donc doit faire preuve d'empathie, de bien communiquer avec le patient, le mettre dans un milieu favorable, donc le rassurer. Arriver chez le médecin aussi doit faire preuve d'empathie envers son patient, et aussi lui-même doit aussi montrer qu'il travaille, qu'il aime ce qu'il fait. Donc ça se transmet au patient. Le prendre en charge, le rassurer pour mieux le prendre en charge, et aussi ça permet un patient satisfait. Donc je pense qu'il faut avoir une relation patient. On doit miser sur cette relation patient qui est très importante. Et c'est comme ça qu'on arrive à humaniser les liens. Et vous insistez sur l'information médicale en alors, parlant communication. Oui, alors l'information médicale, parce que c'est très très important. Un patient informé est un patient à moitié traité déjà, quand il est informé sur sa pathologie. D'emblée, nous devons communiquer sur cette information médicale. Ça veut dire le patient, dès qu'il arrive chez nous, on doit communiquer sur les prestations que nous offrons, comment il sera pris en charge et comment, après, comme on est orienté diagnostic, check-up, bilan de santé, en quoi consiste le bilan de santé. Donc, en quoi... Oui, ça fonctionne. Ça marche. Voilà. En quoi consiste le bilan de santé? Donc l'information médicale est très importante, et c'est à travers la communication qu'on arrive à sensibiliser nos patients, et bien sûr l'accueil chaleureux, et des fois il suffit de sourire en recevant le patient, l'écouter, le regarder dans les yeux. Voilà, c'est tout simple. Et tout à fait. Docteur Axas? En fait, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, la prise en charge du patient commence dès son arrivée. Et je pense que là aussi, il y a une complémentarité entre l'équipe médicale et l'équipe d'accueil. Et là aussi, la formation est très importante. Il est bien de recruter le bon profil à l'accueil, mais aussi investir dans la formation de notre personnel, dans le personnel d'accueil, pour qu'il puisse d'abord cerner les besoins, mais aussi, en fait, demander à un patient d'attendre un traitement ou une consultation. Il faut d'abord le mettre dans les bonnes conditions d'attente.
Il vient pour différentes pathologies. Un patient qui peut s'asseoir n'est pas un patient qui nécessite d'être allongé. Donc, un patient qui est mis en condition d'attente pourra attendre, bien évidemment, sans trop stresser, sans trop souffrir. Donc, il ne suffit pas de faire attendre un patient, mais de lui donner toutes les conditions nécessaires. Nous sommes, par exemple, au niveau de la clinique Fatima Al-Azhar, une clinique d'oncologie. Donc, effectivement, nous avons souvent des patients fatigués, des patients très asthéniques ou, de par leur pathologie, qui ne peuvent pas avoir certaines positions assises et tout. Donc, nous offrons aussi les conditions nécessaires pour cela. Et c'est là qu'intervient la formation du personnel d'accueil pour vraiment détecter le besoin de ces patients et les conditions dans lesquelles ils pourront attendre au mieux. Voilà. Et la prise en charge débute dès lors. Très bien. Voilà. Professeur Rahal, pour un peu... À votre service. Il y a une question à poser. Est-ce que non, vous souhaitez rebondir à ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a des questions du... En fait, le ministère de la Santé, c'est juste pour aplanir quelques incompréhensions. Le secteur privé fait partie du ministère de la Santé. Ça voudrait dire ce qui se passe comme essor au niveau du secteur du privé vient aussi dans l'esprit de la réforme du secteur de la santé. Nous ne voyons pas, je le précise, au niveau du ministère de la Santé, de différence. Et aucun essor au secteur de la santé sans son secteur privé. Je dis secteur privé, non pas secteur libéral, parce qu'au niveau de la loi de la santé, c'est défini secteur privé. Alors les gens qui disent secteur libéral, c'est le secteur privé. Le secteur privé est une partie intégrante. Et maintenant, il se développe au niveau de notre pays d'une façon exponentielle. Juste pour vous dire, et je pense que monsieur le secrétaire général ce matin avait donné quelques chiffres lors de l'ouverture de la journée, enfin de ce matin, de cet événement. Alors, concernant quand on veut mettre en place une stratégie, ce que nous avons appris d'ailleurs des pays qui avancent, c'est de placer des choses simples avec un impact important. Au niveau du ministère de la Santé, actuellement, dans le secteur public, nous nous focalisons sur les urgences. Les urgences, la consultation et, comme l'avait si bien précisé madame, nos structures de proximité. À titre d'exemple, au niveau d'Alger, nous avons plus de 80 polycliniques, 81, 82 polycliniques, plus pratiquement une cinquantaine de polycliniques ont été rénovées. Allez faire un tour pour voir nos polycliniques actuellement. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte, et cela depuis une quinzaine d'années, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'hospitalocentrisme. L'hospitalocentrisme, c'est quoi? On s'était rendu compte au cours de ces 10 dernières années, si vous allez faire un tour au niveau des urgences de tout le pays, vous allez voir que 70% des malades qui sont inscrits sur le registre au niveau des hôpitaux, normalement devraient être traités au niveau des structures de proximité. Donc, le soulagement, à partir du moment où on remet en valeur les structures de proximité, et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 2 ans, à travers le territoire national. Sur ce territoire national, c'est de réapproprier ces malades-là au niveau des structures de proximité pour pouvoir soulager, pour rendre à ces structures hospitalières leur mission classique. Je parle par exemple du CHU, la formation, les soins de haut niveau et de la recherche. Et je pense que monsieur le ministre de la Santé avait déclaré, enfin je pense non, le jeudi passé, il avait déclaré par rapport à la mise en place de ces unités de recherche au niveau des structures hospitalières universitaires, et il faut mettre ces unités de recherche. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'abord, quand on met une stratégie au long cours, commençons par les plus simples, les choses les plus simples, mais avec un impact. L'impact est double. D'abord, c'est pour rassurer la population de la véracité de cette réforme, et deuxièmement, faire adhérer, parce que rien ne pourrait marcher sans le professionnel de la santé. C'est le professionnel de la santé qui porte le projet de changement, le projet de réforme. Donc nous avons commencé à faire au niveau de nos structures des urgences, à titre d'exemple au niveau des hôpitaux, vous rentrerez maintenant, vous allez voir, c'est numérisé, et je pense que tout le monde l'a vu, au niveau de nos structures de proximité et au niveau de nos urgences, c'est numérisé. Donc vous avez le triage et vous avez le circuit dessiné des patients. Nous sommes en train de travailler, parce que le plus souvent, le malade se plaint de quoi? Le malade se plaint de soucis de place.
Donc nous travaillons sur les lits d'aval parce qu'au fait, quand un malade rentre au niveau du pavillon des urgences, on n'a pas le droit de le laisser plus de 24 heures au niveau des urgences. Soit il se fait opérer, soit il sort, soit il va dans un service. Donc il faut toujours travailler pour avoir des places au niveau de nos structures d'urgence. Deuxième élément. Troisième élément, ce sont les cellules d'écoute. Les cellules d'écoute, ce sont les psychologues. Je le dis en arabe parce qu'on dit souvent donc nous sommes en train de travailler avec nos professionnels de la santé, y compris les agents d'accueil. Je ne parle pas des agents de sécurité, mais ce sont les agents d'accueil. On travaille avec eux pour qu'ils sont là pour pouvoir accompagner. Il y a toujours maintenant, on travaille aussi à mettre en place au niveau de nos structures des urgences, à mettre un desk. Le desk, ce n'est pas un bureau fermé. Le desk, c'est dans l'esprit de l'open space pour pouvoir prendre en charge d'abord psychologiquement et mettre une cellule d'écoute au niveau de nos structures d'urgence. Donc, cela donnerait plus de confiance à nos concitoyens pour dire que nos structures d'urgence sont en train de s'améliorer et ça booste le secteur, ça permet de passer à autre chose. La stratégie est bien définie. Je ne vais pas monopoliser pour donner un peu plus de parole à mes collègues qui sont là. Donc, la stratégie du ministère de la Santé est bien définie. Ce qu'on doit réformer au niveau de nos structures sont très bien définis. Mais il faut step by step. Nous commençons parce que, je reviendrai tout à l'heure à la numérisation, il y a eu des tentatives depuis le début du siècle, depuis 2000. Il y a eu des tentatives. Mais on sait pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'on ne met pas un dossier électronique du malade d'un jour à un autre. On prend le dossier électronique du malade et on le met au niveau des structures hospitalières. Ça ne marche pas comme ça. Donc nous savons comment ça se passe et nous sommes en train de placer des choses tout doucement au niveau de nos structures hospitalières pour que ça soit pérenne, pour qu'on ne revienne pas au point zéro, pour que ça soit irréversible. À partir du moment où on met en place une machine sur des rails, il faut que cette machine arrive à la bonne gare, pour ne pas dire au bon port. Voilà. Très bien. Alors, on a quelques questions des participants que je vais aussitôt vous poser. D'abord pour les responsables des structures privées. Et la question est la suivante. Est-ce que vous avez bénéficié de formation de management en tant que manager déjà? Alors, personnellement, j'apprends sur le tas. D'accord. Alors pour ma part, je suis médecin, je suis oncologue médical et comme ma collègue, j'apprends sur le tas. Nous sommes épaulés, bien évidemment, nous avons des cellules, je pense, au niveau de nos structures, de management. Nous sommes épaulés au cours de nos activités sur cela, bien évidemment. Très bien. Orientés et épaulés. Et docteur Moussaoudi? Docteur Mahmoudi, pardon. C'est un peu compliqué, d'ailleurs, que je suis moi-même dans le privé j'ai appris dans le tas, mais effectivement on a investi quand même. J'ai mon fils qui a fait management, gestion hospitalière à Nancy, il a passé 5 ans, donc c'est lui actuellement le vrai patron de l'hôpital. D'accord. Okay. Moi je reste médecin, mais lui, c'est avec lui qui va vous dire le taux d'occupation, le taux de... Très bien. Les variations, lui... Alors, professeur Rahal, il y a une question qui vous est destinée. Est-ce que vous pensez à former les chefs de service en management? Très bien. Voilà, là, très, elle est très vraiment bonne. destinée à vous. C'est une question pertinente. En fait, je ne suis pas là pour parler de ma carrière, mais avant d'être au ministère de la Santé, j'étais directeur général de l'Institut national de santé publique. Et donc, en arrivant, avant d'être directeur général, j'étais déjà élève de cet institut. Donc, pour moi, c'était un honneur d'être directeur général de l'Institut national de santé publique. Et c'est là-bas où j'ai connu mon ami le docteur Mahmoudi qui est en face de moi, enfin à côté. Alors, quand j'ai été élève au niveau de l'Institut national de santé publique, donc j'avais fait pas mal de formations au niveau de cet institut, économie de santé, méthodologie. En arrivant à l'Institut en 2018, alors la première chose à faire, quand on dit institut, ça voudrait dire première mission, c'est formation. Donc, et je ne sais pas s'il y a des chefs de service qui sont là, donc j'avais pris un groupe et j'ai vu un de ces économistes sur votre programme, celui du CREAD. Il est sur votre programme, je pense, demain ou après-demain. Tout à fait, demain. Donc, Hassan Zenati. Zenati, entre autres, Zenati et deux autres profs. Donc, je les ai reçus au bureau. Et on a longuement discuté. Comme j'avais fait, moi, cette formation avant. Donc, on a commencé à faire des
des formations d'économie de santé. Et dans l'économie de santé, il y a eu, dans le programme, le management hospitalier. Donc j'avais fait une séance spéciale chef de service pour une 50aine de chefs de service formés au niveau de l'Institut national de santé publique, et je me rappelle même des noms. Bon, je ne vais pas donner les noms aujourd'hui ici, parce que nous avons remarqué que le plus souvent, quand ça ne marche pas, et je n'avais pas envie de parler de ce sujet pour le management hospitalier, quand on a souvent des soucis de communication entre l'administration et les chefs de service, c'est surtout la méconnaissance de la réglementation algérienne par mes confrères d'abord. Parce qu'il y a une réglementation et le ministère de la Santé est là pour sauvegarder et pour protéger et pour pouvoir imposer une réglementation. Une réglementation, je fais allusion par exemple au Code des marchés publics. À partir du moment pour les passations de marché, le gestionnaire de l'hôpital est souvent confronté à cet écueil parce que cette réglementation est très très rigoureuse. Et quand on est chef de service, on voudrait avoir toujours l'équipement performant. Bon, eux, ils sont à l'aise parce que eux, ils sont tributaires de leur portefeuille. Nous, c'est deux choses. D'abord, c'est le portefeuille et en plus, c'est le respect de la réglementation. Et parfois, je vous prie de me croire que ce n'est pas évident. Donc, pour répondre à la question, je vous assure que personnellement, je l'avais fait. Et je vais discuter avec le nouveau directeur général et on en parle souvent. Et pour lui dire de reprendre cette formation. Et Zainati, c'est un excellent économiste. Voilà. D'accord. Voilà oui, Hamish, il y a un point sur lequel vous souhaitez. Je reviens. C'est vrai que c'est nécessaire d'être formé. Alors moi, je suis fondatrice du centre médical Hedra. Donc, c'est très important d'avoir. C'est vrai, c'est en se rapprochant du ministère de la Santé pour les agréments, de la DSP qu'on apprend à connaître la réglementation. C'est en travaillant tous les jours aux côtés aussi de la CNAS, de la CASNOS, des impôts qu'on apprend aussi à connaître. Et c'est dans le recrutement aussi. Je crois que le management hospitalier enveloppe plusieurs compétences. C'est aussi avoir une équipe autour de nous. On ne peut pas tout faire. Je suis médecin. Donc, c'est mon expérience en tant que cabinard qui m'a menée vers l'ouverture du centre. Parce que je me retrouvais avec des patients qui étaient pas mal pris en charge, mais un peu qui errent à l'extérieur sans savoir où aller. Il fallait une organisation. Il fallait une organisation de la prise en charge du patient, voilà. Et je reviens aussi à... Monsieur Rahal, vous êtes le ministère de la Santé, mais il y a une chose aussi, nous, en tant que structure privée, on aimerait vraiment travailler en complémentarité avec les structures publiques, parce que réellement, les compétences, les médecins, sont dans le secteur public. Et c'est avec eux qu'on veut travailler, en étant aussi une structure de proximité, orienter les patients pour les hospitalisations, que ce soit dans les structures privées comme la clinique Mahmoudi, et aussi dans le public. Donc, c'est ça que nous voulons. Très bien. Un mot de la prévention quand même, on termine là-dessus parce que c'est un point essentiel et dès qu'on parle de l'hôpital, on dit que la prévention a tout un rôle à jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie en la matière que vous encouragez, que vous avez envie de mettre en avant dans ce panel? Oui, c'est une des questions qui est dirigée à l'ensemble du panel. Avant de parler de la prévention, parce que le dossier patient, c'est assez complexe. C'est pas parce qu'on l'a juste effleuré. Il ne faut pas oublier le côté pharmaceutique, le gaspillage, l'injection du médicament au moment qu'il faut. Par exemple nous, nos infirmières circulent avec des ordinateurs dans les couloirs. Ils ne peuvent pas trafiquer dans l'injection. Rater un horaire à minuit, c'est minuit. Si elle le met à 2 h du matin, l'ordinateur n'accepte pas. Même si elle l'accepte, il met 2 heures. Donc, vous voyez un peu, ça permet de mettre de la rigueur. Et surtout, dans le gaspillage, quand il y a une ampoule ou un médicament qui est tombé par terre, il faut le signaler. On ne prend pas une autre ampoule parce que la prescription, elle se fait par voie informatique. Le service demande des médicaments à la pharmacie par voie informatique. Et c'est nominatif. Surtout en matière de stupéfiants, au début, quand on a commencé, on avait des problèmes. Une ampoule de prégabaline, elle disparaît, où est-ce qu'elle a été? Mais
maintenant, non, c'est bon. Donc maintenant, tout Il y a une traçabilité, vous voulez Bien dire. sûr, c'est très important parce que il y a, il ne faut pas se voiler la face, il y a du vol dans les hôpitaux, même dans les structures privées. Je ne parle pas de l'hôpital, je parle de ma structure. Si on trouve un moyen de vous voler, on vous vole, il n'y a pas de problème. Le type il peut sortir avec sa poche pleine et c'est normal. Je ne parle pas du médecin, du médecin de réanimateur, ils s'en foutent. C'est des habitudes et c'est justement ce dossier-là qui nous permet de lutter et surtout d'avoir des indicatifs. Nous, par exemple, la recette augmente, la consommation augmente. La consommation ne peut pas augmenter sans la recette, ce n'est pas possible. Si la recette diminue, augmente, c'est l'inverse. Donc, il y a quand même des indicateurs de gestion. Et l'outil aujourd'hui Bien vous sûr, aide à... par exemple, dans le bloc, je sais combien on doit consommer de consommables. C'est 8% de la recette et 10%. Quand ça monte à 20%, tout de suite, il y a quelqu'un qui est en train de voler. Ça coûte cher, le produit. Le consommable médical est très, très cher. Et vous savez, ça représente des milliards et des milliards dans notre structure. Donc, si vous laissez un chirurgien utiliser 5 gants parce que le monsieur, je ne sais pas, il s'est gratté la tête, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous mettez 5 gants, pourquoi 5 gants? Vous rationalisez là où il faut rationaliser. Bien sûr. Pour qu'il n'y ait pas de gabegie. Nous avons commencé par checklister chaque examen, chaque acte. Il y a une checklist, une paire de gants, 2 paires de trucs. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire ça coûte tant. Et même on sensibilise le personnel. On ne verse pas la bétadine comme ça, comme on veut. Non, c'est ça, au fait, la gestion hospitalière. Et on parle sur l'économie de santé. Donc, je sais Quand pas on vous vole que une veut dire ampoule, ce sourire, je vais lui poser sa question. Une ampoule de produit de contraste, elle coûte 4 000 dinars. Une poche d'albumine, elle coûte 7 800 dinars. Si on vous la vole, comment vous allez vous en sortir? Vous voyez? D'accord. C'est ça qui est... En fait, le dossier patient, c'est tout ça. Ce n'est pas uniquement enregistrer le patient. Non, c'est tout. C'est un tout, surtout la pharmacie. Très bien. La pharmacie, c'est la plaie de la structure de l'hôpital. Si vous ne la gérez pas, vous allez couler. D'accord. Réaction? Oui. Le dossier médical, c'est vrai, le but de cette question aussi, c'était le dossier médical. C'est vrai qu'on doit aller vers le digital. On doit aller vers la numérisation, c'est une obligation, c'est plus un choix. Et aussi, ça nous permet l'accès rapide, le stockage des informations, des données, l'administration aussi, on arrive à la gérer grâce au dossier médical. Donc, le centre médical Hydra on est allé vers le dossier patient. Mais aussi, vous avez vu les patients qui arrivent avec des dossiers, des prélèvements, des examens médicaux qu'ils ont fait un peu à droite, à gauche, des prélèvements qu'ils ont fait d'un laboratoire et qu'ils ont aussi tendance à refaire d'un laboratoire à un autre. Donc, ça nous permet déjà de limiter tous ces examens. Alors, un patient, quand on arrive à stocker les informations, on a un accès rapide aux informations, aux données personnelles. Et aussi, on aimerait aussi qu'il y ait une transition et une coordination entre les différentes structures privées. Ça veut dire, en préservant toujours la confidentialité du patient, des données personnelles, on arrive à transmettre à une autre structure les données que nous avons prises des patients pour mieux le prendre en charge. Donc, si un patient est passé d'une structure... Alors, au sein de la structure en elle-même, il y a cette coordination entre les spécialités. Alors, quand un patient il passe chez nous, il est déjà enregistré, donc il y a un dossier administratif, il est orienté vers différents... comme le disait Dr Mahmoudi, il est orienté vers différentes spécialités. Donc, dans chaque box où chaque médecin a accès à ces données-là. Mais nous, donc, autant que médecin, on a un accès rapide, on oriente mieux et on prend en charge ces patients. Ces patients, on espère, le but aussi qu'ils soient suivis chez nous, donc il revient chez nous. Donc le stockage d'informations nous permet de venir. On n'a pas besoin aussi... le patient peut avoir accès à ces données personnelles, mais on n'a pas besoin d'avoir des registres et de la paperasse. Donc on veut éliminer la paperasse. Ça, c'est réel. L'éliminer et aussi les erreurs, corriger les erreurs.
Mais ce que nous voulons aussi, c'est de pouvoir travailler en structure. Alors aujourd'hui, on appelle encore les autres structures. Quand on nous oriente un patient, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit les cabinets ou les cliniques, on nous appelle, on nous envoie des ordonnances d'orientation. Nous, on veut diminuer cette ordonnance, cette paperasse. On les appelle par téléphone déjà pour comprendre le besoin. Généralement, ce n'est pas assez explicite dans les ordonnances. On essaye de communiquer avec les médecins, les cabinets, les structures à côté, et on essaye de donner un compte rendu pour le médecin qui nous a orienté le patient. Mais c'est vrai réellement, si ce dossier médical, comme cela se passe dans d'autres structures, avec un numéro d'identification, on devrait pouvoir, de n'importe quelle structure, qu'elle soit publique ou privée, accéder aux données personnelles. Ça diminuerait déjà aux patients les coûts. Un patient... Alors, malheureusement, la réalité du terrain, c'est quoi? Malheureusement, beaucoup de médecins reçoivent des patients et on leur dit de refaire un examen qu'ils viennent de faire, en dénigrant le travail qui a été fait. Non, ce n'est pas ça le but. Notre but, tout doit tourner autour du patient. Donc notre but, c'est de mieux le prendre en charge et aussi de faire attention à ses finances. Et de ne pas refaire des examens. De ne pas refaire. Alors, il y a un délai correct, un délai médical, santé, où nous pouvons prendre en considération ses bilans ou ses examens qu'il a fait. Donc généralement, c'est dans les 6 mois. Si un patient a fait ses examens, on n'a pas besoin de les refaire. On n'a pas besoin aussi, ce qui se passe réellement aussi, d'orienter vers des structures parce qu'on a un copain qui travaille là-bas. Allez, c'est la réalité. Voilà, et je fais faire des kilomètres aux patients parce qu'on a un ami à droite, à gauche. C'est pas ça le but. Si nous sommes une structure de proximité, nous devons aussi, notre engagement, nous devons aussi informer le patient sur les structures de proximité dans ces quartiers et faire confiance à l'activité de ces structures-là, qu'elles soient publiques ou privées. Et nous devrons communiquer entre nous pour que notre patient... Et je reviens à la prévention parce que c'est mon cheval de bataille. Un mot, parce que bon, on n'aura pas vraiment le temps de... Il y a un Simpo qui nous attend juste après, donc un mot quand même de la prévention. Rapidement et... Alors, c'est la médecine de demain, la prévention. On doit changer notre destin et prolonger l'espérance de vie. On doit se soigner avant d'être malade. Et venir chez moi, au centre médical Redra. Voilà. Professeur Rahal, éventuellement, si on peut terminer en 1 minute, s'il vous plaît. Sur la prévention déjà, si vous avez une réaction rapide sur le... En fait, j'aurais aimé que le temps soit... et que ça aurait été... ça passe vite. Ça pas un échange et d'écouter. En fait, nous sommes à l'écoute. En fait, le ministère de la Santé. En fait, la prévention... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas en 1 minute qu'on va... Je veux dire que ce n'est pas du populisme. L'Algérie est un pays de prévention et ce n'est pas nous. C'est historique. C'est pas nous. Je dirais, moi, d'abord, je rends hommage à nos aînés et nos maîtres. Un Cholet, un Boussepsi, un Monsieur Bouskine, Monsieur Lalbaoui, Madame Aït Khaled, Monsieur Grongo. Ce sont des maîtres de la prévention au niveau de notre pays. Je veux dire que le message que je devrais faire passer, tout ce qui est attrait est facile à réaliser, parce que là, on voit que notre société est en train de s'occidentaliser en matière d'alimentation. La preuve, le ministère de la Santé avait fait l'année passée la semaine de la prévention, et chaque jour, il y avait une thématique sur Maqam Shahid, et parce que nous sommes conscients, quand je dis en matière de pathologies contrôlables par la vaccination, c'est un cheval de bataille au niveau de notre pays pour éviter à nos enfants les pathologies réémergentes. En prenant l'exemple de la rougeole, il est inconcevable en présence de vaccins de la rougeole que nos enfants fassent de la rougeole, alors que le vaccin est disponible. L'exemple classique. Je ferme la parenthèse de la prévention parce que je pourrais dire beaucoup de choses. Moi, je voulais dire juste de féliciter la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, par rapport au bon électronique. C'est une instruction de Monsieur le ministre et le bon électronique est devenu une réalité. Maintenant, le ministère de la Santé sait ce qui se passe au niveau de toutes ces structures de santé jusqu'à Ingezem, en passant par TBSA, en passant par
Tlemcen au niveau de la frontière ouest et la frontière est, le sud et bien sûr Alger. Tout ce qui se passe en matière de mobilité, de médicaments ou de consommables au niveau de n'importe quelle structure est visible sur une plateforme. Je félicite la pharmacie centrale des hôpitaux. Il y a pas mal de dossiers de numérisation que nous avons réalisés. Tout ce qui est attrait à la ressource humaine. Maintenant, en un clic, on peut connaître le nombre de médecins spécialistes au niveau de n'importe quelle structure, au niveau de nos pavillons des urgences. Nous allons passer à d'autres étapes et j'espère avoir répondu à vos interrogations en restant à votre service. Voilà, Parfait. je vous remercie. Merci. Applaudissements pour cette session 2. Merci à vous, messieurs, dames. Merci, cher docteur, cher professeur.